Pour le lancement de nos vidéos, les entretiens des éveilleurs, nous sommes ravis de vous recevoir, Eugénie Bastier, journaliste au Figaro. Vous avez publié récemment un ouvrage avec un titre pour le moins impertinent, Le port émissaire, ouvrage dans lequel en fait vous décrivez avec ce ton rebelle et un brin provocateur qu'on vous connaît, la dégradation des relations entre les hommes et les femmes, les conséquences de la révolution sexuelle sur notre société. C'était un sujet qu'on voulait absolument aborder avec vous et nous vous remercions d'être ici pour en parler. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais, actualité oblige, avoir votre opinion sur la grave crise sociale que notre pays traverse. C'est un point qui n'est absolument pas abordé dans les médias, dans les analyses d'opinion. Ne pensez-vous pas que le mouvement des Gilets jaunes exprime aussi une forme de détresse sociale qui est né sur les décombres de notre société de plus en plus individualiste, où finalement le lien affectif, les liens familiaux, les liens sociaux se distendent, d'où une souffrance sociale qui aujourd'hui éclate et rejaillit dans l'actualité. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'analyses ont été faites sur le mouvement des Gilets jaunes, des analyses qui sont beaucoup penchées sur l'aspect socio-économique, en effet, cette crise, le fait que les gens étaient dans un état d'extrême pauvreté, réclamaient de vivre mieux. Je crois que c'est vrai, mais je crois qu'on a beaucoup axé sur le quantitatif, notamment des chiffres, et peut-être moins sur le qualitatif, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la qualité d'une vie humaine. Et c'est pas forcément, c'est sûr que c'est plus simple de l'exprimer en termes de chiffres, en demandant tant d'augmentation de pouvoir d'achat, etc. Mais je pense qu'il y a même une détresse qui est plus sourde et peut-être plus invisible, qui tient à la qualité de la vie, je pense, qui tient même à l'enlaidissement de l'existence, qui soit esthétique ou morale. Et on a remarqué d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de femmes sur ces ronds-points. La présence féminine dans ce mouvement des Gilets jaunes, ce qui est rare d'ailleurs dans une manifestation sociale où il y a souvent beaucoup d'hommes, et beaucoup de femmes qui étaient d'ailleurs des femmes vivant en situation monoparentale, donc élevant seules leurs enfants, et qui mettaient en avant cette détresse qui était la leur, et qui est une détresse aussi économique, puisque effectivement les familles monoparentales sont les familles les plus touchées par la pauvreté, et on sait que 90% des familles monoparentales sont constituées de femmes, puisqu'en général, voilà, ce sont elles qui s'occupent des enfants et on est que le père s'en va. Et donc je pense oui qu'il y a une dimension évidemment familiale dans ce phénomène, et même dans le désir de sociabilité retrouvé qu'on a pu constater chez certains groupements de Gilets jaunes sur les ronds-points qui étaient contents de se retrouver ensemble, de faire l'histoire. Il y avait l'idée de... Qui veulent désormais d'ailleurs fêter Noël ensemble. Voilà, exactement. Et je trouve qu'il y avait... c'est vrai on est dans une société où, je ne sais pas combien, je crois qu'il y a 200 000 cafés qui ont fermé en France depuis 20 ou 30 ans. La fin du bistrot où on se retrouvait, où il y avait cette espèce d'échange, voilà, aujourd'hui qui s'est beaucoup virtualisé. Ben, je pense que quelque part, les Gilets jaunes ont voulu recréer des bistrots avec des familles sur les ronds-points. Et il y avait, cette dimension-là était très présente, cette dimension de volonté de lien social qui est en effet le reflet de notre société atomisée. Oui, et d'un lien social, parce qu'aussi il n'existe plus de famille qui soit un peu solide, par exemple. Oui, je suis persuadée que je trouve que c'est un des aspects qu'on étudie peu dans notre société, qui est la destruction de la famille. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la destruction des corps intermédiaires, de la destruction du lien social, etc. Mais on parle peu finalement du cœur de ce sujet qui est la destruction de la famille, des familles monoparentales qui créent des graves problèmes. On le voit par exemple la surreprésentation des enfants issus de familles monoparentales dans les chiffres de la délinquance ou même du terrorisme, avec des pères absents, etc. Je pense que c'est un véritable sujet. On réfléchit peu, par exemple, même à l'impact du divorce, qui est quand même un phénomène de société, peut-être le phénomène de société majeur des 50 dernières années, qui passe complètement, qui n'est jamais étudié par les sociologues. Et quel impact a le divorce sur les enfants, sur les familles, sur la manière de se construire? Je pense que c'est très fort. Et cette peur même de l'engagement, cette solitude, cette désocialisation a une source dans la destruction de la famille, j'en suis convaincue. Justement, mais parler de cellules familiales, ça nous permet de revenir à votre ouvrage, où notamment vous analysez, comme je le disais au départ, la révolution sexuelle et les conséquences qu'elle a eues sur la société. Voilà, vous parlez de famille. Le modèle familial qui a perduré pendant longtemps, qui était fondé, on va dire, sur un mariage durable, pouvait-il en soi résister à la liberté sexuelle qui est née après 68, on va dire, avec la généralisation de la contraception,
mais aussi plus tard, vous en parlez à l'instant avec la banalisation du divorce. Comment est-ce qu'aujourd'hui, de toute façon, les familles pourraient survivre dans les nouveaux modes de vie que sont les nôtres? Ça a un impact profond. Je pense que le féminisme a eu deux phases. Aujourd'hui, il faut distinguer le féminisme de la libération sexuelle qui prônait la liberté absolue, du féminisme aujourd'hui, je dirais du genre, qui prône l'égalité absolue, la déconstruction à tous les niveaux. Et d'ailleurs, ces deux féminismes, comme d'ailleurs en général les valeurs de liberté et d'égalité se confrontent et souvent rentrent en collision, et bien là on voit que d'un côté le féminisme, j'allais dire libertaire, rentre en collision avec le féminisme égalitaire. On l'a vu à l'occasion de MeToo par exemple, où certaines femmes ont signé une pétition dans le monde avec Catherine Deneuve en prônant la liberté sexuelle, la révolution sexuelle, en voulant conserver l'acquis de la révolution sexuelle face à des féministes puritaines, égalitaires, qui elles prônent la déconstruction et la différence des sexes et qui finalement haïssent dans la révolution sexuelle le fait que elles maintiennent cette différence. Et moi, vous ne croyez pas que, pardon je vous coupe, mais justement on n'a pas un combat entre les féministes de l'ancien monde et les féministes d'aujourd'hui? Je pense que, comme je vous dis, il y a ces deux mouvements qui rentrent en collision, mais qui, à mon avis, se nourrissent de la même anthropologie, qui est une anthropologie de l'idée que finalement, un individu abstrait, déraciné, qui est avec une liberté qui est la liberté du choix, qui n'est pas un véritable, pour moi, une véritable autonomie, un véritable consentement. C'est pour ça que, voilà, si j'avais quelque chose à prôner, c'est de dire que il faudrait dépasser ce féminisme de la liberté, ce féminisme de l'égalité dans un espèce de féminisme de la fraternité, qui prendrait plutôt la complémentarité entre les sexes plutôt qu'une liberté absolue ou une égalité absolue, qui à mon avis sont deux impasses. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis dans mon livre que je n'ai pas signé la pétition des femmes dans le monde emmenée par Catherine Deneuve, parce que je ne me reconnaissais pas du tout dans cet héritage de la révolution sexuelle et finalement ce vieux monde libertaire. Mais je ne me reconnais pas non plus dans les néo-féministes puritaines qui font la chasse aux hommes et aux porcs émissaires. Oui, mais justement, en fait, Elisabeth Lévy, que vous citez dans votre livre, qui avait signé cette pétition, l'avait évoqué lors d'une des conférences qu'on avait faites à Versailles. Et justement, j'avais interrogé en lui disant, mais vous continuez à revendiquer cette liberté sexuelle absolue, et en même temps, on voit bien que ça crée du désordre dans la société, et ce désordre, c'est une espèce de mouvement ultra agressif où on dénonce les comportements déviants. La liberté sexuelle, objectivement, aujourd'hui, elle est acquise, mais ça crée d'une façon ou d'une autre nécessairement des comportements plus libres et qui, chez l'homme, ont des conséquences nécessairement peut-être plus importantes. Bien sûr. Non, mais je suis persuadée. Moi, d'ailleurs, je cite cette phrase de Jean-Claude Michéa qui dit quand la tyrannie du politiquement correct se retourne contre la tyrannie du plaisir, on assiste au spectacle étrange de mai 68 portant plainte contre mai 68. Et du parti des conséquences portant plainte contre ses propres prémices. Et c'est un peu ça, pour moi, c'est la définition même du mouvement MeToo, c'est-à-dire c'est le parti des conséquences qui se révolte contre ses propres prémices, puisque voilà, on dit finalement, on se rend compte que les conséquences d'un monde où on a proclamé qu'il fallait jouir sans entrave, on a déconstruit toute forme d'éthique sexuelle minimale, on se rend compte que finalement, comme toujours, quand on libéralise un marché, en l'occurrence le marché du désir, eh bien c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Ce qu'a très bien d'ailleurs analysé Michel Houellebecq quand il parle de l'extension du domaine de la lutte, c'est l'extension du domaine de la lutte au domaine sexuel avec finalement les perdants et les gagnants et la possibilité d'une domination. Et en effet, aujourd'hui, je pense qu'on a le droit, et d'ailleurs certaines féministes conséquentes le font, de faire le droit d'inventaire de la révolution sexuelle et de dire voilà, peut-être qu'il y a des choses positives, mais il y a aussi des choses négatives. Et aujourd'hui, je suis persuadée que, en effet, la banalisation de l'acte sexuel qui est ramené à une forme d'acte quasiment prophylactique et purement consumériste, a créé non seulement des frustrations, mais aussi des déceptions et une forme d'insatiabilité et de profonde insatisfaction. Et je crois qu'on a remplacé aujourd'hui l'injonction à la chasteté qui existait auparavant par une nouvelle injonction, qui est l'injonction à la jouissance, et qui fait que mais qui est la même, enfin qui est une injonction quand même, et d'autant plus peut-être même normative qu'elle ne dépend plus d'une institution. L'Église ou la famille ou les institutions morales. Parce que quand une norme dépend d'une institution, on peut la contourner beaucoup plus facilement que quand elle dépend des pairs. Et c'est le cas aujourd'hui, par exemple, de l'injonction à la jouissance, où une jeune fille, par exemple,
qui ne veut pas coucher avant le mariage, eh bien, elle sera pointée du doigt beaucoup plus violemment qu'une jeune fille qui avait fauté il y a 30 ou 40 ans. Et donc, on a remplacé voilà, une nouvelle norme. Et je crois que beaucoup de... Et j'ai été frappée quand j'ai entendu les témoignages au moment de MeToo de beaucoup de jeunes filles qui disaient je me suis sentie obligée d'avoir recours à telle ou telle pratique, etc. Alors qu'elles n'en avaient pas forcément envie. Et je pense que, comment dire, dans l'ancien monde, d'avant la révolution sexuelle, le non des femmes était de principe et finalement le oui était à conquérir pour les hommes. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le oui est de principe, les corps sont offerts et finalement, c'est à la femme de dire non. Et au nom de quoi peut-elle dire non, puisqu'il n'y a plus de code moral, au nom de quoi elle ne voudrait pas coucher le premier soir, par exemple, ou voilà, avoir un recours à telle ou telle pratique sexuelle, puisqu'il n'y a pas de code. Elle est obligée justement de se fier à son propre consentement, mais elle n'est pas sûre de ce qu'elle veut vraiment, de ce qu'elle désire, et donc ça pose une série de problèmes. Donc finalement, vous êtes en train de dire qu'il faudrait rétablir des normes, ou en tout cas un minimum de normes. C'est vrai que vous avez une façon de... Vous ne l'écrivez pas comme ça, mais quelque part, on comprendrait presque que vous voulez presque reciviliser le sexe, ou en tout cas les règles autour du sexe. Mais parce qu'on ne peut pas se satisfaire que les hommes soient tous vus comme des potentiels agresseurs sexuels, comme des potentiels harceleurs. C'est quand même un peu ça, disparaît de plus en plus du fait aussi des coups de boutoir des néo-féministes. Les rapports de séduction, la galanterie à la française, aujourd'hui, elle est clairement remise en cause. Et donc ça, c'est quand même aussi une sorte de décivilisation qui est quand même tragique. Mais concrètement, comment, quelles règles réinstaurer? C'est compliqué. Alors, c'est compliqué en effet. Moi, déjà, je pars d'un constat, c'est-à-dire que je pense que les féministes se trompent de constat puisqu'elles disent elles ont du mal à articuler la nature et la culture. Et en fait, comme elles nient la différence des sexes, elles disent, mais en même temps, elles n'invoquent cette différence des sexes que pour criminaliser le désir masculin. En disant finalement, les hommes et les femmes, c'est la même chose, mais bizarrement, tous les hommes sont des porcs. Alors, moi, je leur dis, d'accord, mais alors dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas de truie puisqu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Et là, elles répondent, mais non, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle la culture du viol, c'est la société qui éduquerait les hommes à se comporter comme des porcs. Et donc, il y aurait une espèce de... implicitement, dans notre société, on pousserait ou on justifierait les comportements malsains envers les femmes. Et moi, je pense l'inverse. Je pense qu'en fait, il y a une différence naturelle entre les hommes et les femmes, une asymétrie du désir, une manière de se comporter face au corps de l'autre différent. Et que tout le travail de la civilisation, c'est précisément de civiliser ce désir, de l'encadrer, d'encadrer les pulsions, etc. Et donc finalement, là où elles sont rousseauistes, elles pensent que finalement il y a une nature originellement bonne et égalitaire et que la société vient corrompre l'homme. Moi je pense l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une nature peut-être pulsionnelle et tout le travail de la civilisation, c'est de canaliser ces pulsions. Et de ne pas d'ailleurs les tarir complètement, parce que ce serait du puritanisme, mais de les informer vers quelque chose, de les sublimer vers quelque chose de plus beau et de plus grand. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème est que on a détruit tous les cadres, tous les cadres culturels. On a déconstruit la différence des sexes partout où elle avait une symbolique culturelle. Et donc celle-ci ressurgit de manière absolument outrancière et caricaturale, soit dans la publicité, soit dans le capitalisme marchand, soit dans la pornographie, évidemment, qui est devenue finalement l'espèce de refuge d'une sexualité, d'une différence des sexes bestialisée, où finalement la virilité masculine est réduite à son attribut finalement le plus caricatural, purement physique, alors qu'il y aurait plein de manières de parler de la virilité autrement que dans sa phase uniquement sexuelle. Il y a vraiment une palette de différences culturelles extrêmes. Et je pense, donc je parle aussi de la galanterie à la française, effectivement, puisque je pense que la galanterie à la française est une des réponses possibles à l'asymétrie du désir et à la différence des sexes, qui a été une espèce de summum de raffinement de la civilisation au XVIIIe siècle, où finalement il y a plusieurs manières en fait, de canaliser ce désir. Soit on pose un voile sur les femmes, c'est ce que fait par exemple l'islam radical, on couvre les femmes, soit on couvre le désir masculin, ça c'est la galanterie à la française, en l'enserrant dans des codes culturels, dans des normes, en le civilisant, ce qui fait que les femmes peuvent justement être libres. D'ailleurs, dans les salons aristocratiques du XVIIIe siècle, les femmes pouvaient se balader avec des décolletés que nous-mêmes nous n'oserions plus porter aujourd'hui. Elles ne se faisaient pas traiter de salopes parce que finalement les hommes étaient cadrés leur pulsion, ce qui permettait aux femmes justement d'être
d'être libre. Et ce que je dis dans mon livre, c'est que dans un monde où les hommes sont sans honneur, les femmes ne peuvent pas se permettre d'être sans pudeur. Parce que, justement, voilà, on est dans une espèce de libération des pulsions et on ne va pas dire au nom de quoi on leur fixerait des limites. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on est dans ce creux civilisationnel et qu'on a tout déconstruit. Et c'est pour ça que je m'afflige profondément que les féministes passent leur temps à déconstruire les stéréotypes dans les contes pour enfants ou dans les James Bond ou dans la littérature classique, mais ne s'attaquent pas, par exemple, au chantier de la lutte contre la pornographie, qui m'apparaît infiniment plus urgent et infiniment plus dommageable. S'il y a bien aujourd'hui, de manière absolument massive, une diffusion de stéréotypes absolument outrageants pour les femmes, c'est bien la pornographie. J'observe cependant d'ailleurs qu'il y a un début de prise de conscience chez les féministes. En tout cas, sur la pornographie, il y a un déficit éducatif évident, mais il y a au moins une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, mais les moyens ne sont pas là. Voilà, ce qui arrive 50 ans après, c'est la campagne Balance ton porc, où on jette en public, à l'infamie publique, on va dire, des personnes qui, pour certaines, étaient manifestement innocentes. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans cette campagne ? Je dirais c'est la délation. Oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont choquée dans ce mouvement. Je pense qu'il faut d'abord le lire aussi comme un mouvement américain et donc imprégné par le puritanisme spécifique à l'Amérique, dont par exemple la culture de la transparence, la délation, qui est très pratiquée aux États-Unis. On se souvient des affiches Wanted dans les westerns. Le manichéisme aussi, de dire voilà, il y a les méchants et les gentils. Et je crois que toute cette culture imprègne finalement ce féminisme puritain anglo-saxon et finalement le fait que MeToo ait été repris sans recul par beaucoup de féministes françaises, pour moi j'y vois une manifestation aussi du soft power américain. C'est un peu la même chose que le multiculturalisme par rapport à notre tradition républicaine. Beaucoup d'intellectuels reprennent cette tradition multiculturaliste et c'est pareil pour le féminisme, alors que nous n'avons pas la même manière d'être ensemble, nous n'avons pas les mêmes codes sociaux et je pense que d'ailleurs les États-Unis sont un pays beaucoup plus inégalitaire que nous entre les hommes et les femmes. Hein. Quand on se souvient de la destinée des femmes américaines dans les années 60, dans les fameuses banlieues où elles étaient complètement reléguées à leur cuisine, etc. Alors que je pense qu'en France, il y a toujours eu une mixité sociale, une mixité des sexes et puis des femmes qui ont toujours travaillé en réalité. Le cliché de la femme au foyer est un cliché assez... contemporain en fait. Ouais. Et donc je pense que voilà, ça c'est la première chose que je vais noter, c'est que c'est vraiment, il faut bien comprendre que c'est un phénomène d'abord américain qui a été récupéré comme tout ce qui vient d'Amérique, comme une mode finalement. Après évidemment, moi j'ai été très choquée par, et ça c'est pas quelque chose qu'on voit que dans le féminisme, mais la dissociation de plus en plus flagrante entre d'une part le temps médiatique et le temps judiciaire, où finalement on juge avant même que la personne soit passée au tribunal et on salit la réputation de quelqu'un avec cette fameuse expression name and shame, avant même qu'il ait eu droit à un procès en bonne et due forme avec un contradictoire. Et cette suspension de l'état de droit, je la trouve extrêmement dangereuse. J'ai entendu une ancienne ministre, secrétaire d'État de l'aide aux victimes, Juliette Méadel, qui a dit à l'issue du procès Georges Vautron que le doute devait bénéficier à la victime et non plus à l'accusé. C'est quand même le renversement absolu de l'état de droit occidental, enfin européen en tout cas. Et donc, j'ai entendu notre féministe dire qu'en France, MeToo n'avait pas pris parce qu'on tenait trop à la présomption d'innocence. Et je pense que d'ailleurs, c'est une des gloires, en tout cas, un atout de la France que de tenir encore à cet état de droit. Oui, tout à fait. Mais en même temps, ça a permis aussi de lever certains véritables criminels, peut-être pas criminels, mais presque. Enfin, je pense notamment à Tariq Ramadan. Je dirais qu'il a été aussi mis en lumière au moment de dénonciation MeToo. Je nie pas l'aspect libération de la parole. Je pense qu'il y a des effets bénéfiques. Mais oui, parce que justement, cette libération de la parole, elle a justement traduit le malaise réel qui est né de finalement de ce désordre que vous dénoncez dans votre livre, que vous décrivez, d'une sexualité qui est débridée et qui finalement n'a plus de règles. Et donc, à un moment donné, la partie faible souffre. Et la partie faible qui souffre, c'est la femme. Ce que je voulais vous poser comme question quand même, c'est que donc, les femmes, à l'évidence, sont plutôt, a priori, peuvent être plutôt victimes des comportements des hommes. Mais le fait de remettre en cause systématiquement justement les hommes,
comme vous le dites dans votre livre, vous l'écrivez, ce que vous appelez la criminalisation du masculin. Il y a aussi, du coup, depuis cette campagne, et je dirais que ça ne remonte pas à cette campagne, ça remonte depuis plusieurs années, une forme de remise en cause de la place de l'homme dans la société qui est de plus en plus problématique. Comment vous analysez ça? Oui, alors moi je pense que, sans vouloir faire de la victimisation à l'envers en disant les pauvres hommes ils souffrent, il faudrait qu'ils créent des groupuscules masculinistes, je ne suis pas du tout là-dedans, mais je pense qu'il y a une véritable crise de la masculinité en Occident. Et que finalement le mouvement MeToo est une des manifestations aussi de cette crise. Comme le disait Tocqueville, dans l'Ancien Régime et la Révolution, dont on commence à s'attaquer véritablement au pouvoir des aristocrates quand ils deviennent faibles, finalement, et qu'il y a un décalage entre leur pouvoir réel et les apparences du pouvoir. Et je pense que c'est un peu la même chose avec les hommes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fondement du patriarcat a été renversé. On peut s'en réjouir ou pas. En tout cas, pour moi, il n'existe plus, puisque le fondement du patriarcat reposait sur l'appropriation de la fécondité des femmes par les hommes, pour surveiller d'ailleurs qui était le père. Et ce fondement a disparu avec la révolution sexuelle. Et donc aujourd'hui, le patriarcat a été renversé en quelques années. Et donc c'est très compliqué pour les hommes de s'adapter à cette nouvelle donne, de retrouver une place légitime dans la société. Et on voit qu'aujourd'hui, la virilité a du mal à s'exprimer autrement justement que dans l'espèce de performance sexuelle qui est devenue la seule manière d'exprimer la virilité. Mais le rôle du père, le rôle du soldat, le rôle du prêtre, enfin, toutes ces figures masculines ont quasiment disparu. Et donc, comment les jeunes hommes peuvent s'identifier à des figures comme ça, héroïques, de virilité, etc. Et moi, je ne suis pas du tout pour la virilité. Je ne dis pas qu'il y a une coïncidence entre la virilité et la force physique, bien au contraire. Je pense qu'il y a différentes manières d'exprimer sa virilité. Ça peut être je cite dans le livre le vieil homme et la mère d'Hemingway, ça peut être d'Artagnan, ça peut être Ulysse, il y a différentes figures de la virilité. Et je pense qu'aujourd'hui, la masculinité est en crise parce que, contrairement à ce que dit Simone de Beauvoir quand elle dit on ne naît pas femme, on le devient, je pense que c'est plus vrai pour les hommes que pour les femmes. On ne naît pas homme, on le devient, parce que la masculinité est beaucoup plus construite que la féminité. La féminité, il y a quelque chose de donné. On sait d'ailleurs directement que la mère, on dit en droit, la mère est toujours sûre parce qu'on sait qu'elle est la mère de l'enfant de manière certaine. Et puis, le corps des femmes se rappelle à elle, que ce soit par la menstruation, mais aussi par l'entrée et la sortie de la fécondité, l'horloge biologique, etc. Alors que les hommes ont moins cette urgence du corps, et leur corps est moins présent. Et je pense que du coup, la virilité est beaucoup plus construite. C'est pour ça qu'il y avait des rites de passage autrefois, qui étaient par exemple le service militaire, enfin des rites de passage dans le monde adulte, dans la paternité. Et aujourd'hui, on constate que ces rites ayant été déconstruits, eh bien, beaucoup de jeunes hommes restent dans une forme de crise d'immaturité masculine indéterminée. Ils restent des adolescents pendant très très longtemps et ils ont du mal à devenir pères. Beaucoup de jeunes hommes ont du mal à devenir pères, ils ne voient pas l'intérêt de le faire. Et en fait, cette virilité, je ne pense pas qu'il y ait une dévirilisation, puisqu'elle est toujours là en fait. Les hommes n'ont pas changé de ce point de vue-là, elle reste naturelle, elle reste présente, mais ce fait n'a plus de sens, n'a plus de valeur dans la société. Par exemple, quelle valeur a la force physique dans une société ultra numérique où finalement il n'y a plus vraiment d'intérêt à avoir des muscles? Quel est l'intérêt d'être un père dans une société où on est en train d'effacer le père de la filiation? Et je pense que tout ça crée un malaise très profond, très durable, et qui est tout l'enjeu du XXIe siècle, ça va être de retrouver une place aux hommes. Qu'est-ce que vous pourriez nous laisser comme message positif en disant voilà moi qu'est-ce que je prône aujourd'hui pour que cette société soit plus solide, pour que les rapports humains entre les hommes et les femmes soient plus justes, soient plus apaisés, soient plus équilibrés. Qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de façon très synthétique pour conclure? C'est compliqué, je pense que tout simplement, si je devais résumer, je pense qu'il faut cesser de voir le rapport homme-femme sur le prisme de la lutte entre un dominant et un dominé, mais essayer de construire une véritable complémentarité des sexes et de ne pas avoir peur justement de la différence qui peut exister entre hommes et femmes, qui ne signifie pas forcément égalité, mais inégalité, mais qui signifie que nous avons des rôles et peut-être des aspirations différentes, et essayer de construire justement des choses qui permettent d'épanouir comme ça ces aspirations, plutôt que d'essayer de les nier et de les réfréner, parce que ça rend
ça rend tout le monde malheureux. Et je ne dis pas bien sûr qu'il faille se résoudre à la biologie et dire les femmes sont faites pour faire ça et les hommes faits pour autre chose. Je pense qu'il y a pas je ne veux pas être essentialiste. Je pense qu'il y a des données et des différences naturelles, notamment la maternité, qui est pour le moment un privilège féminin, mais ça changera peut-être grâce aux transhumanistes. Et je pense que de ce fait-là, il faut faire quelque chose de beau et de civiliser. Tout travail de la civilisation, finalement, ce n'est pas de nier la nature, ni de s'y résoudre, mais de faire de cette nature quelque chose de beau et de raffiné. Je conclurai cet entretien en vous citant: au monde du puritanisme, du militantisme et de la transparence, il nous faut opposer le monde tragique de la pudeur et de l'honneur. En bref, celui de la culture. Bon, merci Eugénie Bastier, merci aussi pour cet excellent livre. J'invite tous ceux qui nous regarderont à acheter le dernier livre d'Eugénie Bastier, Le Porc émissaire, qui est publié aux éditions du Cerf.